Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de lecture dédiée à Colombina. Donc vous en aurez 3 de suite. Colombina, Iluga et Zibai. Voilà. Donc Colombina, bien sûr, nous avons le personnage, notre bien-aimé à tous avec son arme. Malheureusement, Iluga et... comment ça s'appelle, Zibai, nous ne l'avons pas sur ce compte. Mais j'ai découvert il y a peu de temps que nous pouvions lire les histoires des personnages à travers un site de Genshin Fandom où ça ressasse du coup toutes les histoires des personnages et également leur story, leurs répliques. Ce qui est parfait du coup pour nous, vu qu'on économise pas mal pour des personnages que nous aimons, ouais, littéralement, pas parce qu'ils sont méta. Et puis voilà. Allez, on va commencer par cette goat. Regarde-moi cette dulcinée, cette beauté. Alors, Colombina voit Emilo, anniversaire le 14 janvier, affiliation lune de givre, convergence trilunaire hydro, constellation Colombina Hyposélénia. La dame de la lune née à Notcraï et la lune céleste est de retour chez elle. Hop. Un faux personnage. Le jour ou la nuit? La nuit, bien sûr. Le monde diurne regorgé de mots qui la dépassaient. Kutar, Colombina, déesse. Elle savait que ces mots étaient comme des miroirs, chacun reflétant une version d'elle dans ce monde inconnu, mais c'étaient des versions que les autres souhaitaient voir. Elle ne se reconnaissait pas dans ses reflets, tout comme elle ne reconnaissait pas la lune suspendue dans le ciel. Au moins la nuit, elle pouvait clairement ressentir l'appel venant d'au-delà des cieux. Il était silencieux, pourtant elle le comprenait. La lune de givre lui disait de rentrer. Printemps, été, automne ou hiver, l'hiver sans citation. Après l'agitation du printemps, le tumulte de l'été et l'abondance de l'automne, la neige de l'hiver posait doucement un doigt sur les lèvres du monde comme pour dire « Chut, après toute cette effervescence, n'est-il pas temps d'avoir un peu de silence ?» Et ainsi le monde se taisait docilement. Les petits animaux se retiraient aussi dans leurs abris. Ce n'est qu'en hiver que les gens réalisaient vraiment à quel point un foyer chaleureux pouvait être important. Ça rappelle les questions qu'Eflin lui avait posées lors du festival du Moon Shadow Night, là, je l'ai plus en français. Où du coup il avait posé quelle est ta saison préférée, tu préfères le jour ou la nuit, etc. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là on avait vu qu'on avait beaucoup de cohérence avec Colombina. Moi je préfère l'hiver, ou je préfère la nuit. Bravo à nous. Ou je préfère la pluie. Quant à Colombina, elle adorait découvrir un épais et moelleux tas de neige avant de retenir son souffle et de plonger dedans. La tête la première. Pour une déesse qui n'était pas particulièrement sensible au froid, être enveloppée de la tête aux pieds dans cette douce neige blanche était tout simplement merveilleux. Est-ce que ses collègues comprenaient son comportement? Eh bien, peu importe. Journée ensoleillée, pluvieuse ou nuageuse? Un matin pluvieux, lorsque Colomina se réveillait au doux crépitement de la pluie à l'extérieur du hall d'Argent-Lune, un sentiment de calme l'envahissait comme si elle était abritée sous sa voûte protectrice. Abri. Dans le rythme de la pluie, ce mot résonnait avec une force renouvelée, faisant écho au sens le plus essentiel que foyer pouvait revêtir. Exister dans le prolongement de cette signification suffisait à faire ressentir une certaine chaleur à Columina. Cela dit, la tombée de la nuit était plus agréable sous un ciel dégagé. Ses réponses à ces questions étaient-elles vraiment exactes? Pouvaient-elles changer un jour? Columina ne cessait d'y réfléchir. Probablement pas. Même si c'était le cas, ses réponses reflétaient la version la plus vraie d'elle-même en cet instant, en cette nuit. Les forêts, les lacs et les mers, que préférait-il d'elle? Elle les aimait tous, bien sûr. Ok. Une présentation de personnages via le festival du Moonshare Night. Très 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 cool d'ailleurs. On a un peu plus de développement sur ça, donc c'est plutôt sympa. Notamment le côté famille, enfin le côté foyer qu'on retrouve très souvent.
Histoire du personnage 1. La première chose qu'elle entendit fut une chanson. Dors, dors maintenant, ma douce petite colombe, que les fleurs et les beaux rêves fleurissent à ta fenêtre. À qui appartenait cette voix? Elle semblait lointaine et indistincte comme une perceuse ou le début d'une histoire mais aussi sa fin. Puis vint la sensation de la terre sous elle, fine, chaude et douce, porteuse d'une force familière, comme une partie de son propre corps ou le liquide amniotique qui l'avait bercé avant sa naissance. Elle ouvrit les yeux. Le clair de lune flottait dans l'air et quelques petits êtres en attrapèrent les fils fugaces pour lui tisser des vêtements. Quelque chose de très, très lointain l'appelait. C'était une attraction, un lien, comme un cordon ombilical encore intact entre un nourrisson et sa mère. Elle leva les yeux, mais il n'y avait rien dans le ciel, seulement un voile, un mensonge. Sans savoir pourquoi, elle sut que le ciel étoilé était faux en le voyant dès la première fois. Ah oui, d'accord. Elle est née, elle le savait. Ce qui la reliait à quelque chose au-delà était coupé par ce voile de mensonge. Pourquoi était-elle née ici? Ou plutôt, pourquoi était-elle née tout court? Qui était-elle? À qui appartenait cette voix qui chantait? Les questions surgissaient, l'une après l'autre, des profondeurs de son esprit. Pourtant le monde ne lui offrit pas même un écho en guise de réponse. Parfois ne pas entendre était plus effrayant que de ne pas voir. Elle sentait que ces questions pouvaient la suivre pour toujours. Elle fermait les yeux. La vérité ne se trouvait pas sous un voile de mensonge. Et c'est pour ça du coup qu'elle fermait les yeux pour arrêter de de regarder le mensonge sous ce fameux voile. Ok. Intéressant. Lorsque Colomina rejoignit les Fatui pour la première fois, elle les trouva immédiatement très différents des descendants de Givrelune. Personne ne semblait lui faire de demandes déraisonnables. Personne ne paraissait attendre quoi que ce soit d'elle ni la vénérer, du moins pas en apparence. Le concept de collègue était également nouveau pour elle. Elle y percevait quelque chose d'inconnu et de profondément attrayant à la fois. Un sentiment d'égalité, parfois mêlé à une notion familière de transaction. Elle apprenait encore à s'y retrouver dans ce mode de vie. La première à l'approcher fut Dotoré. Dans les paroles de cette collègue, Colobina perçut de l'admiration, ce qui était différent de la vénération. Au moins, cela reposait sur un principe d'égalité. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu m'aider pour une petite tâche? Lui demanda poliment son collègue. De l'aide? Elle pensait autrefois être obligée de l'accorder en retour, mais ici, elle avait vraiment le choix. Ou peut-être que c'était juste ce collègue qui lui offrait ce choix. Même si les paroles de Dotoré avaient de légers échos sinistres, comme un tonnerre lointain qui annonçait une tempête, le sentiment d'avoir le choix était indéniablement satisfaisant. Au début, tout se passa sans accroc. Le centre de recherche de Dotoré était rempli d'appareils étranges en tout genre, et Colobina n'avait qu'à appliquer légèrement son pouvoir ici, manipuler quelque chose là, et tout marchait à merveille. Pas mal, tu t'en es très bien sorti. Colobina aimait les compliments. C'était nouveau pour elle, une expérience inédite. Mais très vite, les compliments ne se sont transformés en ce n'est pas tout à fait suffisant. Tu peux faire mieux, ou tu es capable de plus. Soudainement, Colombina réalisa que Dottore ne la voyait pas véritablement, mais plutôt une version de ce qu'elle devrait être, ou le niveau que ses pouvoirs devraient atteindre. Cela lui rappelait l'époque précédant son arrivée chez les Fatui. Elle ressentit un passement de tristesse. Quelqu'un d'autre n'avait-il jamais éprouvé de la tristesse simplement pour ce qu'il n'était? Elle ignorait si d'autres le ressentaient, mais elle oui. Ce n'était pas qu'elle voulait devenir ce n'était pas qu'elle voulait devenir ce que les autres attendaient d'elle, mais ce qu'ils voyaient n'était pas elle. La véritable elle était laissée de côté, comme un enfant indésirable à une fête. Oh. Ouais, qu'en gros, sa véritable nature était laissée à l'abandon et qu'on préférait l'utiliser pour sa capacité de déesse et de pouvoir Kuvaki. C'est Dotoré quand même, hein. Ouais, du coup, vraiment, dès qu'il est arrivé, il s'est intéressé direct à Kolobina. D'ailleurs, même des expériences où elle devait injecter un peu de ses pouvoirs qui a l'ordure, quoi. Ok. Mais du coup, je me demande quand est-ce qu'elle parle à Sendrone et Arlecchino.
Ah, puisqu'elle a sa première relation avec quelqu'un, c'est un pincement de tristesse, la pauvre. Autant aller manger quelque chose. Quand elle avait le moral en berne, Colombina faisait toujours vers les choses qu'elle aimait faire. Se remplir l'estomac n'en était qu'une partie d'autre, et la plus facile à accomplir. Pardon, Dame Colombina. Alors qu'elle quittait le restaurant, quelqu'un l'interpella d'une voix tremblante et lui tendit un bout de papier. Colombina ne put le voir, mais elle se souvint vaguement que cela faisait partie d'une procédure qui devait avoir lieu après avoir mangé. C'était différent chez les descendants des feux de Givre-Lune. Le problème était qu'elle n'y était toujours pas habituée. Elle savait que cela impliquait une sorte de rituel appelé échange, mais les rares fois où elle l'avait fait, c'était toujours avec ses deux collègues récemment rencontrés, Arlecchino et Sandrone. Enfin, elle le faisait à sa place. Colombina ne savait pas quoi faire. À cet instant, elle perçut une sorte de peur et de culpabilité émanant de son interlocuteur, si palpable qu'elle put les ressentir même les yeux fermés. C'était sa faute. Elle se sentait à la fois désolée et impuissante. Je... Colombina chercha des mots qui lui étaient pour peu familiers. Je m'en occupe. Toi, reste en dehors de ça. Une voix familière se fit entendre à côté d'elle. C'était Sandrone. Oh. Tu ne sais même pas comment faire une demande de note de frais et tu oses venir manger toute seule? Je parie que tu ne sais même pas comment payer non plus. La patience se sentait dans sa voix, mais c'était étrangement rassurant. Les règles financières des fatouilles sont si rigides et compliquées, marmonna-t-elle en remplissant rapidement le bordereau avant de le tendre à l'employé tremblant. À partir de maintenant, mettez ces dépenses sur mon compte. De toute façon, c'est pareil pour le remboursement. Dit Sandrone d'un ton irrité à l'employé. Désolé, murmura Colombina à sa collègue qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps. Elle savait qu'on l'aidait. Hein? Je n'ai pas fait ça pour que pour que tu t'excuses. D'une certaine manière, Sandrone semblait encore plus agacé. Pourquoi? Tu ne m'en veux pas? Demanda Colombina. Hein? Pourquoi? Tu es juste comme tu es? Vint la réponse exaspérée. Franchement, je ne comprends pas comment quelqu'un comme toi arrive à survivre dans ce monde. Pas de tu devrais être comme ça, pas de tu pourrais faire mieux, juste c'est ce que tu as eu. Oh. Bien que le ton de Sandrone fût toujours impatient, il y avait une forme de reconnaissance, un acquiescement silencieux que c'était qui elle était vraiment. Colombina ressentait de la joie à être vue ainsi. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Demanda Sandrone. Colombina secoua la tête. Rien du tout. Allons manger ensemble la prochaine fois. Sandrone, dit-elle. J'aime te voir t'occuper des notes de frais pour moi. Oh, le rage bait. Quoi? On dirait que sa chère collègue aurait besoin d'un peu de temps pour s'habituer à sa vraie personnalité, elle aussi. Oh là là, le rage bait de Colombina, quelle masterclass, hein. Les nuits de la pleine lune, Colombina aimait quitter discrètement le hall d'Argent Lune pour flâner près des demeures des petits animaux. Parfois c'était un creux d'arbre, d'autres fois un nid d'oiseau. Elle se tenait tout près et écoutait le rythme régulier de leur respiration tout en levant les yeux vers la lune. C'était comme si elle pouvait imaginer à quoi ressemblaient les nuits sur la lune en faisant cela, calme et paisible. Elle l'espérait du moins. Durant ces nuits-là, elle assemblait petit à petit des rêves de ce que pourrait être un foyer. Lorsqu'elle revint sur l'île de Ici, elle rencontra une émissaire de Chantelune de son époque. Colombina avait passé beaucoup de temps parmi les descendants Givre-Lune, mais elle n'avait jamais vu des bois aussi beaux et imposants. Attends un instant, l'interrompit Canon, la déesse de la lune givrée. Quoi? Je pensais que de nombreux descendants de Givre-Lune avaient des bois. Colombina expliqua que si elle avait été courant par le passé, rare était aujourd'hui ceux qui naissaient avec des bois, et aucun ne pouvait se vanter d'en posséder d'aussi splendides que ceux de cet émissaire de Chantelune. Ouais, ils se sont trompés là, c'est pas Canon, c'est Colomina. Ou c'est peut-être à l'époque, je ne sais pas trop, peut-être à l'Hyperborée. Le sang s'est inévitablement dilué au fil du temps, je comprends. La déesse de la lune de givre soupira. Excuse-moi. Continue, je t'en prie, Colombina Hipposélénia.
Après avoir rencontré cet émissaire de Chantelune, Colombina rendit également quelques visites furtives à son domicile. Elle découvrit cependant que les marées lunaires semblaient apporter une douleur agitée à cet émissaire de Chantelune. Dans ces moments-là, Colombina tentait d'utiliser son propre pouvoir pour apaiser les marées autour de la femme. Parfois, elle se surprenait à fredonner des mélodies familières instinctivement, la berceuse qui l'avait autrefois réconfortée avant sa naissance. Une berceuse d'avant ta naissance? Cette fois, ce fut Aria, déesse de la lune éternelle, qui prit la parole. Colombina leur expliqua les mélodies qu'elle avait entendues avant de naître. Ah oui, d'accord, c'est lors de la rencontre dans la prison. Ok. Les trois déesses secouèrent la tête. Elles ne connaissaient pas cette chanson. Colombina continua de leur raconter des histoires du monde futur, les saveurs des offrandes dans ce monde, à la musique de ses opéras, d'une amie avec un mécanisme d'horlogerie dans le dos, à un ancien ange devenu un de son ami. Finalement, elle leur parla de la nuit de la prière lunaire. Les trois déesses de la lune furent profondément émues par la beauté de cette soirée. Peut-être aussi parce que Colombina elle-même ne put s'empêcher de sourire en la racontant. À notre époque, les dieux des cieux avaient rarement des liens aussi profonds avec le monde d'en bas, dit la déesse de la lune givrée. Oui, tout le monde a été gentil avec moi. On a même joué à des jeux de ballon d'eau ensemble. C'est incroyable. Il semblerait que nous ayons vécu à une époque bien trop conservatrice, déclara la déesse de la lune éternelle, visiblement stupéfaite. On se collait même des petits autocollants sur le visage. Quelques petits cris de surprise s'échappèrent des trois déesses. Nous avons aussi échangé de la nourriture, puis goûté les bonbons dans les mains des autres, dans les mains de l'autre. Les déesses se turent. Columina sentit qu'elles s'échangeaient des regards, teintés d'une pointe d'envie. De longs instants passèrent avant que Sonnette, déesse de la lune irisée, laissa enfin échapper un sourire doux et émerveillé. Waouh! C'est vrai que malheureusement, ouais, c'était très chaotique, une liaison entre les déesses et d'il y a 6000 ans et maintenant, quoi. Avant, puisque c'est des créations de Nibelung lui-même, les déesses étaient en soi dans la capacité à seulement régner à travers certaines règles de Thévin, auxquelles ne devaient pas trop interférer avec les humains. Puisque en plus de ça, interférer avec les humains, c'est le rôle même des anges, pas des déesses de la lune. Mais c'est vrai que savoir ça, qu'une déesse trilunaire du coup a la capacité de pouvoir parler, dialoguer, jouer, chanter avec des humains, ça rend quelque chose très... ça rend jaloux, voilà. Un foyer, c'est l'acceptation. La lune de givre traversa le faux ciel et demeura en Teva. Columbina Hyposelenia, elle aussi, fut acceptée par ce monde. Désormais, c'était au tour de Columbina d'essayer d'accepter le monde en retour. La première chose qu'elle fit fut de déplacer l'énorme rocher qui blottait l'entrée du hall d'Argent-Lune. Il avait été placé là autrefois pour empêcher les descendants de Givolune et les Fatouilles de la trouver. À présent, cela ne semblait plus nécessaire. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Ses amis de notre Notkrai lui disaient souvent qu'elle était la bienvenue chez eux. Il était normal qu'elle fasse de même pour ses amis et pour sa famille. Un foyer, c'est la liberté. Il n'y avait plus de règles rejetant son existence, plus d'endroits où elle n'avait pas le droit d'aller, plus personne ne viendrait la capturer. Elle pouvait aller où bon lui semblait et faire tout ce qui lui plaisait. Bien sûr, apprendre à interagir avec les autres, à s'accompagner de son lot de faux pas. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le village de Nacha, elle faillit tomber dans les filets d'une arnaque malveillante et se fit sévèrement réprimander par Néfer qui dut venir à sa rescousse. Une autre fois, en vagabondant librement à travers d'autres kraïs, elle pénétra accidentellement dans une zone interdite de Pyramida et Iluga dut poliment la raccompagner vers la sortie. Se faire gronder faisait aussi partie de la vie de famille. Colomina le comprenait maintenant. Apprendre à corriger ses erreurs en faisant également partie. Un foyer, c'est... Un foyer peut être bien des choses, songea Columina. Elle le trouvait dans les petits détails du quotidien, dans toutes ces choses nouvelles et inconnues qu'elle commençait tout juste à remarquer et à vivre. C'était quelque chose qui resterait avec elle pour toujours tout au long de son voyage dans ce monde. Oh,
Elle découvrira ce que c'est que véritablement la vie. Masque tissé de clair de lune. Pour Columbina, la vérité du monde ne se révélait souvent que lorsqu'elle fermait les yeux. Après avoir senti que la grande voûte du ciel n'était qu'un mensonge fabriqué, elle voila sa vue d'une gaze tissée de clair de lune. Oh, cela ne lui causait aucun désagrément. Au contraire, le monde perçu à travers le couvaki lui semblait plus clair, plus limpide que ce que ses yeux pouvaient voir. Si jamais la curiosité prenait le dessus, elle pouvait toujours jeter un coup d'œil furtif. Après tout, son bourdon avait de fines ouvertures. Les étoiles pouvaient mentir, mais les marées de la gravité, elles, ne mentaient jamais. Les gens pouvaient dissimuler leurs expressions, mais les courants émotionnels qui jaillissent de leur cœur ne pouvaient être cachés. Kolubina attendait, avec l'intention de ne retirer ce masque qui filtrait les mensonges, qu'une fois de retour dans ce véritable foyer. Pourtant, après son ascension en tant que lune des sœurs des trois lunes et son retour en Teva, elle se souvint des paroles de Canon, la déesse de la lune givrée, lui avait jadis adressées. Avec hésitation, elle commença à ouvrir les yeux au quotidien pour redécouvrir le monde. Elle vit que les forêts printanières étaient très colorées et que la neige hivernale pouvait être aussi pure et lumineuse. Les embruns projetés par les vagues frappant le rivage n'étaient jamais identiques, et les lumières d'une ville scintillaient dans la nuit comme un ciel brillant, parsemé d'étoiles. Elle se sentait chanceuse. Parfois, elle se disait qu'elle aurait peut-être dû ouvrir les yeux plus tôt, mais d'un autre côté, c'était peut-être ses expériences passées qui lui avaient appris à vraiment voir la beauté du monde. Si elle les avait ouverts plus tôt, n'aurait-elle vu que les mensonges que le monde dissimulait? Columina n'en était pas sûre. Répondre à ce genre de questions introspectives prenait du temps. En attendant, elle décida d'ouvrir les yeux de temps en temps pour admirer la beauté de ce foyer. Pourquoi ne garderait-elle pas les yeux ouverts tout le temps? Je crois que c'est l'habitude. Et puis, Columina se frottait les yeux. Les garder ouverts tout le temps, c'est fatigant. Je crois qu'on appelle ça la fatigue oculaire. Après avoir acquis l'autorité des trois lunes, Columbina avait évidemment quelques questions. Ce pouvoir pouvait-il vraiment tout accomplir? Pourquoi devrait-elle l'utiliser? Elle sentait que presque tout ce qu'elle désirait accomplir était à la portée du pouvoir des trois lunes. Se déplacer librement entre la lune et Teva, se transporter elle-même ainsi que d'autres objets sans effort, faire éclore les fleurs avec plus d'éclat, faire pousser des fruits plus charnus. Elle avait même essayé de réveiller Sandrone mais c'était l'une des rares choses que le pouvoir des trois lunes ne pouvait pas accomplir pour elle. Quant au reste, soit elle ne voulait pas le faire, soit elle estimait qu'elle ne devrait pas le faire. Oh, elle essaie de réveiller Sandrone. Elle est mignonne. Ce qu'elle aimait, c'était l'apparence actuelle de ce monde et de son foyer. Le modifier à sa guise, simplement parce qu'elle ne le pouvait, façonner son apparence et ses règles selon ses caprices, elle sentait que ce serait mal, peu importe la noblesse de ses intentions. Agir ainsi ne la rendrait pas différente d'Odetoe, pensait-elle. Elle considérait ce monde comme son foyer, et non comme sa possession. Il y avait une grande différence entre les deux. Voilà pourquoi elle offrit une partie de son pouvoir afin qu'il puisse continuer à protéger ce magnifique foyer comme il l'avait toujours fait. La part qu'elle gardait pour elle-même n'avait qu'à lui permettre de vivre heureuse auprès de ses amis comme avant et de protéger ce que lui était cher comme cela s'avérait utile. À cet instant, Colombina comprit soudain les choix que ses trois sœurs aînées avaient faits. Plutôt que de chercher à régner, ce qu'elles avaient désiré davantage était simplement de protéger ce monde sous la lune. Pouvait-elle dire qu'elle était leur petite sœur après tout? Cette pensée lui apporta un doux sentiment d'harmonie. C'était presque comme un trait héréditaire, ou peut-être une tendance familiale, propre aux déesses de la lune. À cette pensée, une douce chaleur envahit le cœur de Colomina. Elle semblait avoir redécouvert quelque chose qu'elle avait longtemps désiré, les liens et l'héritage partagés au sein d'une famille. En vrai, c'est intéressant de fou, hein. Parce que, rappelez-vous, le classement des fêtes oui sur les exécuteurs des fêtes oui est de base fait par la force des gens.
Bon, même si moi je partais du principe où il n'y avait pas que la force qui dirigeait ce classement, mais il y avait aussi l'utilité de la chose. Par exemple, Multistain avec l'épée de Capito pouvant littéralement créer le Ragnarok. Le Dotori qui au dépit de son côté scientifique, peut découvrir des aspects du monde que la Tsaritsa ne savait pas. Que Kolumina, avec son pouvoir de la lune de Gif, peut permettre d'ouvrir des portes que de simples humains n'auraient pas pu. Enfin Harlequino avec sa lune écarlate, et après tu descends, tu descends. Et, euh, et du coup, le simple fait qu'elle soit troisième Kolumina, alors que euh, son pouvoir, euh, entre guillemets, était fort réduit à l'instant où je pense a été recruté chez les Fatui, parce que son pouvoir Kuvaki était propagé sur toute une région entière de notre kraï. Genre, si elle avait récupéré ce pouvoir en question qu'elle avait propagé à tout notre kraï, je pense elle serait facilement deuxième, hein. En toute honnêteté. Mais quel goût quoi, cette Columina. I don't sing for anyone in particular. Still, Oh. if someone stops to listen, I hope it provides a moment of peace all the same. Je ne chante pour personne en particulier, mais si quelqu'un s'arrête pour écouter, j'espère que cela lui apportera quand même un moment de paix. Would you like Quelle to go bonté, moon hein. gazing? You can sit in my rocking chair and admire the view. Or we could go to the moon and gaze down at Tefat. Whatever you prefer. Ça vous dirait d'observer la lune? Vous pourriez vous installer dans mon fauteuil à bascule et admirer la vue. Ou alors nous pourrions nous rendre sur la lune et contempler Teva de là-haut. C'est comme vous préférez. C'est dommage qu'on puisse pas y revenir, hein. You can call me Columbina, or Kutar, or Moon Goddess. Whatever you prefer. I'm used to having many names. The moon's blessing is yours, whenever you might find yourself in need. Mais non. Kutar. Quand il pleut. Taking shelter and listening to the rain cleanse the earth makes me feel safe. Ça en dirait moi. Like being home. S'abriter, écouter la pluie, purifier la terre me fait me sentir en sécurité, comme si j'étais chez moi. Ça en dirait tellement moi. J'adore écouter la pluie, je trouve que c'est vraiment la meilleure des berceuses, hein. The sky is clear again. C'est comme les You should vagues. be able to see the moon tonight. Je sais pas si vous êtes déjà reposé sur une plage au bord de la mer, ou genre vous restez là allongé en entendant les vagues s'allonger sur le sable petit à petit, et constamment t'entends ce genre de bruit, l'eau qui caresse la nature. Oh, c'est vraiment hein, la plus grande des berceuses. Quand il neige, alors elle me dit qu'elle aime bien la I love the neige. snow. It's so beautiful and peaceful. And I can have snowball fights with the Kuhenki. Shall we have one now? Trop mignonne. Dans le The sand is désert. cool and comfortable to walk on at night, but it gets so hot during the day. Oh. I'm used to sensing things with Kuvaki. Ça on avait lu. It reveals the truth of things better than seeing does. Still, curiosity does sometimes get the better of me, and I open my eyes to take a peek. That's the nice thing about having an eye mask with holes. C'est vrai que c'est du génie d'avoir fait un masque comme ça, hein. Parce qu'on aurait pu faire un masque un peu à la Nier Automata où ça bond directement les yeux, mais elle aurait perdu de son charme un petit peu. Détail The intéressant, moon tiens. is more beautiful than I could have imagined. Blue Kuvaki flowing like an endless ocean. Magnificent jellyfish drifting across the sea. Pink frost fin whales coming from places unknown. Enormous Kuhenki. It's magnificent. Once I've made my home a bit more presentable, I'll invite my friends up to visit. À Aiming propos a de beam l'homme, of moonlight at Llama's head makes their antlers grow taller. And if you get the angle just right,
You can even get them to stab a piece of fruit that's too high to reach. Hmm? What then? Oh, you get scolded. À propos de Loma, si l'on dirige un rayon de clair de lune sur la tête de Loma, ses bois grandissent et avec le bon angle, on peut même s'en servir pour atteindre des fruits hors de portée. Hmm. Et après, oh, on se fait compter. Oh. Ouais, maintenant je laisse la personne parler, enfin la personne, oui, parler, et ensuite je lis. Oh, we kept in touch until a short while ago. I asked her to recommend some books for me to read to the Kuhengi. She sent a whole lot and even gave me detailed explanations about the inspiration and setting for each one. I asked her when I might be able to read a book she had authored herself, but then I suddenly stopped hearing from her. Perhaps she went off to write one. À propos de Nicole, alias Nicolas Coco, if you know. Oh, nous sommes restés en contact jusqu'à récemment. Je lui ai demandé de me recommander des livres à lire au Kuwenki. Elle m'en a envoyé beaucoup, même donné des explications détaillées sur l'inspiration et le contexte de chacun d'entre eux. Je lui ai demandé quand je pourrais lire un livre qu'elle aurait écrit elle-même, mais soudain, je n'ai plus de nouvelles. Peut-être qu'elle est partie en écrire un. Aïe aïe aïe. À propos de The Neuvillette. dragon who serves as the Eudex of Fontaine? Another dragon who puts people in prison. I'm not sure I'd want to meet him. À propos de Neuvillette, le dragon hydro qui exerce la fonction d'Iudex à Fontaine. Encore un dragon qui met les gens en prison. Je ne suis pas sûr de vouloir rencontrer. Non, non, ce n'est pas Nibelang, ma chère Colomina. Il met pas des gens en prison par sa propre satisfaction. Oh, bichette. Oh là là, elle va jamais aller à Fontaine. Hein. À propos des Cétarcons. If we cross paths during my journey, I'll be sure to say hello. Si deux chemins se croisent pendant mon voyage, je ne manquerai pas de les saluer. Oui, parce que c'est vrai que elle. Bon, après, ils disent ça à chaque fois. Hein. Genre, à la fin du Narco Quest, il lui dit toujours: Ah, je voudrais bien visiter les autres nations. On les voit jamais. Genre, vraiment. On les voit pas du tout. Mais ce serait bien une petite. Petit Columbina et. Comment elle s'appelle Et Zongli. Vu que Zongli, c'est le plus mystérieux de tous, après, avant Venti, je me demande quand même qu'est-ce qu'il va en penser. The first time I sang in the gardens of Zapoliarny Palace, the Tsaritsa happened to pass by. She stood there, silent and motionless, like a statue with no expression carved onto the face. For a moment, I felt as if she wanted to say something to me, but she never did. She seals her emotions beneath thick sheets of ice. The outside world sees but one side of who she is, that of the Tsaritsa. If the answers I sought rest on the moon, perhaps hers lie buried in snow and ice. À propos de la tsarine, la première fois que j'ai chanté dans les palais dans les jardins du palais Zapoliarny, je sens que la Snezhnaya ça va être horrible, hein, les prénoms russes là. La tsarine passait par là par hasard. Elle est restée un moment, silencieuse et immobile, telle une statue au visage dépourvu d'expression. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose, mais elle ne l'a jamais fait. Elle scelle ses émotions sous une épaisse couche de glace. Le monde extérieur ne voit qu'une seule facette de son être, celle de la tsarine. Si les réponses que je cherche dépendent de la lune, peut-être que les siennes gisent ensevelies sous la neige et la glace. Oh. Non mais regardez, là je suis... Parce que la tsarine, à l'heure actuelle, on peut supposer que voilà, c'est une grognasse, elle a fait du mal à Venti, elle recherche que les gnosis, pour un plan machiavélique sûrement, qui est sûrement de ressusciter le troisième descendant, ou je ne sais pas quoi. Mais...
de plus en plus, et c'est comme un peu Nibelung et Célestien, hein, c'est que plus on se rapproche de la fin de Genshin, et plus on a l'impression que, au fin de compte, ils sont tous gentils. Que Nibelung, il a senti la présence obscure qui allait dans pas longtemps détruire Teva, et s'il dit bah allez hop, on va aller dans le côté abyssal pour essayer de trouver la source de ce mal et pour entre guillemets le, le diriger quoi en quelque sorte pour pas qu'il puisse détruire cette terre, ou encore Célestia hein, avec ses fameuses règles pour protéger toute chose qui est en dehors de Teva. Et là maintenant la Tsaride où elle est là silencieuse et immobile juste en écoutant cette mélodie de Kulumbina. Parce que, soi-disant, puisque c'est l'archon de l'amour, euh, on avait théorisé comme quoi il y avait peut-être une possibilité entre Koitar et le troisième descendant qui ensuite est devenu la tsarine et les 7 morceaux du Gnosis. Mais, euh, mais je sens qu'on va avoir un moment de tristesse avec elle où elle va venir juste nous expliquer ce qu'elle est devenue, genre pourquoi elle est devenue ainsi, etc. Peut-être pas au début, je pense qu'au début elle va juste nous dire allez vous faire foutre. Mais, genre par exemple, comme là je sais pas moi, une 6.2 ou la 6.2, elle nous dit, lorsqu'on pourra la jouer, que. Un peu comme Furina quoi, en quelque sorte, hein. Genre cacher ce qu'on est réellement par une facette un peu arconne et autres, alors qu'en fin de compte c'est juste une simple humaine, hein. Et puis c'est Kolobina elle-même qui nous l'a dit, hein, peut-être que la tsarine en fin de compte on n'y a jamais pensé que le pouvoir qu'elle a obtenu c'est peut-être juste quelque chose qu'elle n'a jamais voulu réellement. Donc on l'a même imposé ce genre de choses, hein, comme ce qu'on a fait avec Furina, juste pour sauver l'humanité et être garant de la protection de tous. Donc là, ouais, la tsarine, elle m'intrigue beaucoup. Mais pensons de ce qu'on en sait. Bon, il y a Ronova qui m'intéresse beaucoup, Istaros, rien d'auteur. Mais c'est vrai que la tsarine, dans les personnages à venir, euh, c'est peut-être celle qui m'intéresse beaucoup à l'heure actuelle. Et Alice. À propos de Pierrot. He's quite the opposite of his code name, and that seems to be intentional. Although he's known as the Jester, his tone is stern and serious, and he speaks in confusing riddles. The mask he wears depicts a grin that mocks the world, but he himself never smiles. Alors, à propos de Pierrot, le chef des exécuteurs des Fatouilles. Il est tout l'opposé de son nom de code et cela semble délibéré. Bien que son nom signifie le fou, c'est quelqu'un de sévère et sérieux qui s'exprime avec des énigmes déconcertantes. Le masque qu'il porte arbore un rictus qui se moque du monde, mais lui-même ne sourit jamais. De Pierrot le fou. C'est vrai que Pierrot, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? On avait dit que Pyro, c'était soit l'un des 5 pêcheurs de Kenria. Vous savez, là, celui qui était le grand mage de l'école de l'université, là, hein. J'ai plus son nom. Ou soit c'était l'un de ses élèves. Bah, puis il y avait l'un des deux. Mais bon, je suis persuadé que Pyron va devoir le combattre. Genre, ça me paraît très bizarre sur pourquoi on ne devrait pas. Genre, après tout, il est sévère et sérieux, qui s'exprime avec des énigmes déconcertantes. Non, vraiment, je vois pas en quoi on ne pourrait pas le battre. Surtout qu'en plus, si c'est un pêcheur de Canaria, Dead Sleeve voudra forcément l'abattre, et comme on fait que ça des Dead Sleeve, il y a possibilité. Maintenant, pourquoi est-ce que genre Pierrot, il va se dire ah, 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 grâce à la tsaride, on a récupéré tous les gnosis et maintenant hop, fuck la tsarine, j'utilise les gnosis que pour moi et elle vous fait entuber. Je sais pas. Après tout, c'est le fou, hein, il peut faire tout moult choses, hein. Le Many Capitano. respect him, but just as many fear him.
Is that too confusing? Well, you see, creatures accustomed to living in darkness will never choose to get close to the light. It's too dangerous, for light would only lengthen their own shadow. À propos de Capitano, nombreux sont ceux qui le respectent, mais tout aussi ceux qui sont non, mais tout aussi nombreux sont ceux qui le craignent. Ce n'est pas clair? Eh bien, voyez-vous, les créatures habituées à vivre dans l'obscurité ne choisiront jamais de s'approcher de la lumière. C'est trop dangereux car la lumière ne ferait qu'allonger leur propre ombre. Alors, la première phrase était bien, la deuxième phrase, j'ai pas compris la métaphore. Mais je comprends. En gros, quoi, c'est que Capitano vit souvent dans les pénombres pour pas faire peur aux gens, parce que s'il s'exerce son rôle d'exécuteur en plein jour, il ferait le nombre de personnes qui le craignent augmenterait drastiquement. Ce qui peut être possible, hein, parce que le charisme de Capitano, c'est démesuré. Hein. Son masque à la Raulich, là. Ok. Non, mais Capitano depuis Natlan, de toute façon, on a un... c'est le GOAT, quoi. There was Un a pro de time Dottore. when the doctor took care of me, even claiming to think of me as his sister. It was only later that I discovered the closer you are to him, the more freely he uses you. What's a little discomfort among family? We endure for each other, surely. That's how he thought of things, and I could tell he meant it. But I didn't want to have to endure expectations like that. Quel They chien, took me lui. back to my first home, and the eyes staring up at me from beneath the altar, so full of greed. À propos de Dottore, il fut un temps où Dottore prenait soin de moi, allant même jusqu'à dire qu'il me considérait comme sa sœur. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que plus on était proche de lui, et plus il nous manipulait à sa guise. Les tensions en famille, ça arrive. Nous devons rester solidaires, n'est-ce pas? C'était sa façon de voir les choses, et je sentais qu'il pensait sincèrement, mais je ne voulais pas avoir à faire face à ce genre de tensions. De telles attentes me ramenaient à mon foyer, mon premier foyer, et à ses yeux pleins d'avidité qui me fixaient depuis le dessous de l'autel. De l'autel? Quel hôtel elle parle? Je vois pas c'est quoi l'hôtel. Ah, j'ai pas la ref. C'est le cinquième en fin de compte, Putzilena, parce qu'il est cinquième. The House of the Hearth is home to many children, and it can get quite noisy. The first time I heard them call Arlecchino father, I thought it was a rule that had to be followed there. So, the next time she passed by, I used that title as well. That's when I learned just how quiet the House of the Hearth could become. À propos d'Arlecchino, le foyer de l'âtre abrite de nombreux enfants et l'ambiance peut pu y être très animée. La première fois que je les ai entendus appeler Arlecchino père, j'ai pensé que c'était une règle à suivre dans cet endroit. Alors j'ai cru bon de l'appeler ainsi moi aussi. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point le foyer de l'âtre pouvait devenir silencieux. Oh, Bichette, elle est tellement cute. Hein. Oh là là, the father. C'est trop mignon. Ah ouais, il y a vraiment des bonnes anecdotes. Hein. À propos de I Pulcinella. can teach you to talk just like him. All you have to do is combine the words money, that darn pantalone, and mark my words. Here, I'll show you. Where's the money? Mark my words. I'm going to kill that darn pantalone. Or, that darn pantalone is going to cough up the money. Mark my words. See? Isn't that fascinating? À propos de Pulcinella, je peux vous apprendre à parler comme lui. Il suffit de combiner les mots argent, maudit pantalone, et croyez-moi, je vais vous montrer. Où est l'argent? Croyez-moi, je vais tuer ce maudit pantalonné. Ou encore, ce maudit pantalonné a intérêt à rendre l'argent, croyez-moi. Vous voyez? N'est-ce pas fascinant?
Pulcinella. Alors, je confonds toujours les deux, là. Pulcinella et l'autre con, là. Pulcinella, je crois que c'est le maire de Snezhnaya, le petit, là, avec son chapeau et son grand nez. Là où Pantalone, c'est le mec un peu, bon, un petit peu beau, c'est vrai, mais très gothique, avec ses lunettes, là. C'est lui, Pantalone, non? Ah, I deux de wonder, Syndrome. does the key on her back ever stop turning? Does it change direction? Does she remove it when she sleeps? How does she roll over? I've been curious about that key ever since I first met her. But since we weren't close then, it didn't seem right to just go up and touch it. So whenever I had the chance, I would follow behind her, trying to figure out the pattern of its movement. But one day, she suddenly turned around and demanded to know why I kept following her. After I told her the reason, she said, "If you're that curious, why don't I put one on your back, and you can see for yourself?" So I lived with a key on my back for a few days, and it was quite the challenge. Sandrone doesn't have it easy, so I've looked out for her even more since then. À propos de Syndrome, horlogoïsme, je crois qu'on dit comme ça, je sais pas. Je me demande si la clé dans son dos s'arrête parfois de tourner. Est-ce qu'elle change de direction? Est-ce qu'elle l'enlève pour dormir? Comment fait-elle pour se retrouver dans son lit? Depuis notre première rencontre, cette clé m'a toujours intrigué. Mais comme nous n'étions pas particulièrement proches à l'époque, je n'osais pas aller la toucher. Dès que j'en avais l'occasion, je la suivais discrètement pour essayer de comprendre ses mouvements. Un jour, elle s'est brusquement retournée et m'a demandé pourquoi je la suivais sans arrêt. Après lui avoir expliqué la raison, elle me dit: "Si tu es si curieuse, pourquoi ne pas t'en mettre une dans le dos pour voir par toi-même?" J'ai donc passé quelques jours avec une clé dans le dos, putain. Et c'était vraiment pas une partie de plaisir. Depuis lors, je veille d'autant plus sur Sandrone car je sais que ce n'est pas facile pour elle. Oh. Ah, c'est ça que j'aime bien avec Kulumine, je trouve, c'est mon personnage favori. Genre, elle est trop pure, genre. Même du sarcasme, elle le prend comme vérité. I'm not sure what counts as death for a puppet. All I know is Sandrone isn't moving, and I can't feel her operating. Her key is just stopped. And all because of the technique she used to bring me back. She said she was going to get back at me that one time. How I wish that's all this was. Just an attempt to scare me. Je ne sais pas ce qu'on entend par mort pour une marionnette. Tout ce que je sais, c'est que Sandrone ne bouge plus et que je ne la sens pas fonctionner. Sa clé s'est juste arrêtée. Et tout ça à cause de la technique qu'elle a utilisée pour me ramener. Elle m'avait dit qu'elle me le ferait payer cette fois-là, si seulement ce n'était que ça, juste une tentative pour me faire peur. En... Rabichette, hein. Non mais trust, Copium, elle n'est pas morte. Bah après tout, c'est peut-être un plan B hein, qu'elle a été ramenée, Sandrone. Hein. C'est juste pour la reconstruire sous une nouvelle forme. In Hein. his eyes, everything and everyone has a price tag, and he gets to decide their value. We're all just bargaining chips he can use to expand his ever-increasing empire of wealth. But who would want to visit a boring empire like that? Not me, that's for sure. If he saw me now, I'm sure his smile would hide even more contempt than before. I can almost hear it now. Congratulations, Miss Columbina. Your value has appreciated. À propos de Pantalone, à ses yeux, chaque chose et chaque personne possède un prix, et c'est lui qui décide de leur valeur. Nous ne sommes que des pions qu'il peut utiliser pour enrichir son empire. Mais qui voudrait visiter un empire aussi ennuyeux? Pas moi, c'est certain. S'il me voyait maintenant, je suis sûr que son sourire cacherait encore plus de mépris qu'avant.
Je peux même presque l'entendre. Félicitations, Colomina, tu as appris de la valeur. Ah ouais, une énorme merde. Mais regarde, ça parle de prix et de trucs. Non, je sais pas si c'est le maire ou autre. Faudrait que je me renseigne dessus. À If propos de Rosaline. metamorphosis ends Oh. in one's wings being engulfed in flame, perhaps remaining in the cocoon is how one survives. But I doubt Rosaline ever considered making that choice. Or perhaps she had determined her own end from the very beginning. Whether it was love, hate, or a simple dance, she gave her whole self to her pursuits and left others to sing her dirge after her departure. À propos de Rosaline, si une métamorphose se termine par un embrasement des ailes, peut-être que rester dans son cocon est la seule façon de survivre. Mais je doute que Rosaline ait envisagé ce choix, ou peut-être avait-elle déjà décidé de sa fin dès le début. Que ce soit par amour, par haine ou pour une simple danse, elle se donnait corps et âme pour atteindre ses objectifs, laissant aux autres le soin de chanter son requiem après son départ. À propos de Tagliatelle, I've heard he has a good relationship with his family. They go camping together and have barbecues by the lake. Sandrone says he's the harbinger who lives most like an ordinary person. I don't really understand ordinary people, but that kind of life sounds nice to me. à propos de Tartaglia, j'ai entendu dire qu'il entretenait de bonnes relations avec sa famille. Ils partent camper ensemble et font des barbecues au bord du lac. Sandrone dit que c'est l'exécuteur qui mène la vie la plus ordinaire. Je ne comprends pas vraiment les gens ordinaires, mais ce genre de vie me semble agréable. L'exécuteur qui mène la vie la plus ordinaire. Et tu vois, et c'est ça vraiment qu'il faut pas oublier, hein, parce que c'est vraiment un jeu, il faut oublier aucune chose, c'est terrible. Moi j'oublie toujours 12 milliards de choses, mais genre, dans le, dans le trailer de Skirk, elle a dit que, enfin, Tartaglia demandait pourquoi c'est moi que vous entraînez, et que Skirk a dit, vous, euh, tu as réveillé entre guillemets it ou truc en disant il, donc on ne sait même pas déjà il parle de qui, et en plus de ça il dit qu'elle aura une importance capitale sur ce qui va se passer par la suite. Et je me demande ça peut être quoi l'importance capitale. Est-ce que ça va être quoi, une sorte d'éveil qu'il va avoir? Est-ce que du coup Tartaglia sera enclin à aider Skirk lors du combat contre Surtology? Est-ce que son véritable impact va plus se diriger sur le Ragnarok? C'est vraiment des choses où je me demande ça va être quoi le Tartaglia, genre. Qui va être son rôle? Parce que pour un exécuteur qui mène la vie la plus ordinaire, hein, c'est pourtant lui qui a été choisi par Colomina, enfin pas Colomina, Skirk. Non, non, Euh, Et je voulais faire quoi déjà? Oui, ça. Ah, petit dessin, j'avais pas vu. Rappel de la nocturne. Ô petite colombe, enfant de la lune, les poussières ternies, tes plumes blanches, tu ne dors pas dans une douce étreinte, que la lune t'accompagne dans ton sommeil. Une enveloppe brisée tombe vers la terre brumeuse qui ne devint jamais lune, ses bénédictions dispersées dans les eaux claires et les plaines moussues. Dans une prison hors de portée du temps et du vent, la personne qui remonte contemple le sommeil éternel de trois sœurs. Dans l'éternel et l'éphémère, libre de tout commencement et de toute fin, la dame de la lune captive dérive à travers la nuit. Sa conscience effleure doucement les souvenirs brumeux et éthérés tissés dans la tapisserie des jours anciens. Le vaisseau argenté patrouillait entre montagne et mer à l'instant et le jour et la nuit s'entremêlaient. Hein? À l'âge où le pouls des eaux et de la terre n'avait pas encore cédé aux cieux, le vaisseau guidait les âmes dits innocents, les menant à travers le royaume mortel corrompu et l'atmosphère glaciale pour qu'elle repose en paix sur la face cachée de la lune à l'abri des regards.
Pourtant, il ne put attirer le regard des 3 maîtresses de la salle dorée vers les yeux des enfants de l'humanité. Le Seigneur des 7 calamités ne tolérerait pas que les dieux fassent preuve de miséricorde envers les souffrances insignifiantes du monde mortel. Face aux lois primordiales, sur la prosternation totale et l'humble révérence était la véritable façon de se soucier de l'humanité. Même les 3 sœurs perchées dans leur chambre couleur de jade, filant les fils d'argent du destin pour tous les êtres vivants. Quant aux peuples anciens et aux mortels frappés par le destin, elle était liée à un silence triple, par un silence triple. Pitié, compassion, admiration et nostalgie furent toujours séparés par un voile de mousseline tissé de clair de lune s'étendant sur des centaines de milliers de lieues. Qu'elle ait construite, donc qu'elles aient été contraintes de se retourner contre leurs anciens maîtres sombres et corrompus pour défendre les êtres vivants sur Terre, ou de fermer les yeux l'un sur l'autre au cœur des luttes intestines afin que la braise de la défiance puisse rester allumée, ou de souiller leur propre cœur avec les ténèbres de la corruption pour s'envoyer d'un usurpateur tyrannique, comme elles foulèrent le monde des mortels. Comme elles furent 3 lunes qui illuminèrent d'innombrables nuits glaciales. Finalement, c'était leur propre chemin qu'elles ne purent éclairer. Au bout de ces 3 voies les attendait la nuit de l'oubli. Tel était l'avenir autrefois pleuré par les lunes disparues, ou en l'air où 3 étaient encore 3. Mais ne voyait-elle pas vraiment que ces 3 chemins dans la nuit là? Dans les souvenirs qui n'appartenaient qu'à elle seule, il y avait une étoile dorée qui n'était pas de ce monde. Elle se reflétait dans la cour froide et solitaire sous la lune argentée. Ce fil de lumière stellaire avait toujours persisté dans son cœur. Elle persista même à travers des millions d'années et d'innombrables mondes depuis longtemps éteints. Cette étoile que son regard avait autrefois capturée continuerait d'éclairer son chemin vers la maison. Dans le prochain instant d'éternité, porté par une foi inébranlable, commença l'ère où les 3 n'étaient plus que 3. Au bord de ténèbres, le seigneur des carrefours se retourna vers le 4e chemin au-delà de l'embranchement de la 3 voies. Parmi les voiles mielleux aux teintes oniriques, elle attendit en silence le rendez-vous convenu avec ses compagnons sous les étoiles. Ô petite colombe, enfant de la lune, que le chagrin des épreuves des séparations n'accable point ton cœur, que les fleurs s'y refleurissent à ta fenêtre, que la lune t'accompagne dans son sommeil de nuit ou de jour. Je n'ai absolument rien compris. Non, en fait, ça m'a perturbé au moment où on a parlé de vaisseau argenté. Donc relisons un petit peu. Une enveloppe brisée tombe vers la terre. Attends. Une enveloppe brisée tombe vers la terre brumeuse qui ne devint jamais lune. Ses bénédictions dispersées dans les eaux claires et les plaines moussues. Dans une prison hors de portée du temps et du vent, la personne qui remonte contemple le sommeil éternel de 3 sœurs. Ok, donc la prison parle de celle de Nibelung. Dans l'éternel et l'éphémère, libre de tout commencement et de toute fin, prison encore, la dame de la lune captive dérive à travers la nuit, sa conscience effleure doucement les souvenirs brumeux et étérés dans la tapisserie des jours anciens. Donc ça, on parle de la ou les dames de la lune captive, où en gros on ressasse on ressasse les souvenirs du passé. Voilà, et non mais ça, genre... Le vaisseau argenté patrouillait entre montagne et mer à l'instant où le jour et la nuit s'entremêlaient. À l'âge où le pouls des eaux de la terre n'avait pas encore cédé aux cieux, le vaisseau guidait les âmes des innocents, les menant à travers le royaume mortel corrompu et l'atmosphère glaciale pour qu'elle repose en paix sur la face cachée de la lune à l'abri des regards. Et ça, j'ai du mal. Parce que ça veut dire qu'à cette époque-là, avant qu'elle aille en prison, il y existait un vaisseau argenté
qui patrouillait pour guider les âmes dans la face cachée de la lune, à travers le royaume mortel corrompu, bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les eaux et la terre n'étaient pas encore cédées à Célestia. Mais c'est marrant quand même de parler de royaume mortel corrompu et de l'atmosphère glaciale. C'est-à-dire qu'à ce moment, pourquoi on dit royaume mortel corrompu? C'est parce qu'il y avait déjà de l'abîme dedans? C'est pour ça qu'on parle de royaume mortel corrompu? Le vaisseau argenté patrouillait entre montagne et mer à l'instant où le jour et la nuit s'entremêlaient. À l'âge où le pouls des eaux de la terre n'avait pas encore cédé aux cieux, le vaisseau guidait les âmes des innocents, les menant à travers le royaume mortel corrompu et l'atmosphère glaciale pour qu'elles reposent en paix sur la face cachée de la lune à l'abri des regards. Mais qui jouait avec le vaisseau argenté? C'est des dragons? Oh, je sais plus. Parce que en soi, si c'est impossible que ce soit Fenès parce que le remodelage n'avait pas encore été fait. Et... je sais pas. Pourtant, il ne put attirer le regard des trois maîtresses de la salle dorée vers les yeux des enfants de Mélité. Pourtant, il ne put attirer le regard des trois maîtresses de la salle dorée vers les yeux des enfants de l'humanité. Donc quoi, en gros, que les trois lunes essaient de pas regarder les enfants, essaient de pas regarder la tristesse des enfants, c'est ça? Le Seigneur des sept calamités ne tolérerait pas que les dieux fassent preuve de miséricorde envers les souffrances insignifiantes du monde mortel. Bah du coup, il y a déjà Phénès en fait. Le Seigneur des sept calamités, c'est lui, non? Hmm. Ah, c'est dur à comprendre, hein. Parce que, puisque c'est des souvenirs, on peut supposer qu'à cet instant, les lunes ne sont pas encore prisonnières. Mais sauf que, quand Phénès est arrivé sur T20, elles étaient prisonnières ou pas? Parce que je sais que avec la stèle qu'on avait vue, Nibelon les a fait prisonnières, qui par la suite, lorsqu'il est revenu, a utilisé les armes des lunes, enfin les lunes, en tant qu'arme pour combattre Phénès. Mais je me demande juste si Phénès est arrivé avant ou pendant qu'elle était emprisonnée. Parce que du coup, si c'était avant... Euh... Parce que s'il y a de ces calamités, on est d'accord, c'est Phénix, non? Face aux lois primordiales sur la prosternation totale et l'humble révérence, c'était la véritable façon de soucier de l'humanité. Donc voilà, donc ça c'est la dictature. Hein. Même les trois sœurs perchées dans leur chambre couleur de jade, filant les fils d'argent du destin pour tous les êtres vivants. Quant au peuple ancien et aux mortels frappés par le destin, elles étaient liées par un silence triple.
Donc ça, je pense que c'est tout ce qui est Langon et autres frappés par le destin, donc les fameuses, trucs de l'abîme là. Merde, les pics célestiales là, les pierres. Pitié, compassion, admiration et nostalgie furent toujours séparés par un voile de mousseline tissé de clair de lune, s'étendant sur des centaines de milliers de lieues. Qu'elles aient été contraintes de se retourner contre leurs anciens maîtres sombres et corrompus pour défendre les êtres vivants sur Terre, ou de fermer les yeux l'un sur l'autre au cœur des luttes intestines afin que la braise de la défiance puisse rester allumée, ou de souiller leur propre cœur avec les ténèbres et la corruption pour se venger d'un usurpateur tyrannique, comme elles foulèrent le monde des mortels, comme elles furent trois lunes qui illuminèrent d'innombrables nuits glaciales. Ok, donc là on parle vraiment de la guerre avec Phénix et autres, hein, contre leur ancien maître sombre, de fermer les yeux l'un sur l'autre au cœur des luttes intestines afin que la braise de la défiance puisse rester allumée, ou de souiller leur propre cœur avec les ténèbres de la corruption, pour se venger d'un usurpateur tyrannique. C'est l'usurpateur tyrannique, je me demande qui ça peut être. Est-ce que c'est Phénix? Parce qu'après tout, Phénix, lorsque, soi-disant, il est arrivé en T20, euh, c'était pas un problème. Genre, il était juste là en mode bienveillance, et etc. Mais qu'au fond de compte, plus tard, il était très dans la tyrannie, très dans je veux dominer le monde, où je dois assouvir T20 par mes propres pouvoirs. Finalement, c'était leur propre chemin qu'elles ne purent éclairer. Au bout de ces trois voies les attendait la nuit de l'oubli. Tel était l'avenir autrefois pleuré par les lunes disparues, ou en l'air où trois n'étaient encore que trois. Au bout de ces trois voies les attendait la nuit de l'oubli. Tel était l'avenir autrefois pleuré par les lunes disparues, en l'air. Et ça, je pense du coup, que c'est la prison. On revient sur la prison, sur l'instant réel. Mais ne voyait-elle vraiment que trois chemins dans la nuit noire? Dans les souvenirs qui n'appartenaient qu'à elle seule, il y avait une étoile. Et tu vois, non mais ça m'énerve. Dans les souvenirs qui n'appartenaient qu'à elle seule. Alors, peut-être que je ne sais juste pas écrire correctement le français, hein. Mais genre, quand tu dis qu'à elle seule, comme ça, sans elle avec un S, ou j'en passe, ou seul avec un S, ou j'en sais rien, genre, ça veut dire que tu ne parles pas des trois lunes. Il y avait une étoile dorée qui n'était pas de ce monde. Non mais alors ça... Bah, ça du coup, directement, quand on a lu ça, j'ai pensé à Heather, hein, puisque nous on fait pas partie de ce monde. Voilà. Elle se reflétait dans la cour froide et solitaire sous la lune argentée. Ce fil de lumière stellaire avait toujours persisté dans son cœur. Et elle persista, même à travers des millions d'années et d'innombrables mondes depuis longtemps éteints. Cette étoile que son regard avait autrefois capturée continuerait d'éclairer son chemin vers la maison. Cette étoile dorée ayant persisté depuis des millions d'années. Waouh, En fait, je sais pas c'est qui elle. Par genre, un souvenir qui n'appartenait qu'à elle seule. Il y avait une étoile dorée. Parce qu'en soi, ça pourrait être Colomina, puisque Colomina, elle a eu la possibilité d'avoir le même présent que les trois autres lunes depuis cette prison, et que par conséquent, elle a pu ressentir ou même voir cette étoile dorée enfin merde, Heather. Et sauf qu'à cette époque, Heather n'existait pas. Il était juste là en train de se promener à travers.
Il était juste là à se promener avec son vaisseau de ses morts, là. C'était plutôt Lumine qui était... Après des millions d'années, ils étaient même pas présents, en fait. Ce fil de lumière stellaire avait toujours persisté dans son cœur. Et elle persista, même à travers des millions d'années et d'immorables mondes depuis longtemps éteints. Cette étoile, que son regard avait trop fois capturée, continuerait d'éclairer son chemin vers la maison. Dans le prochain instant d'éternité porté par une foi inébranlable, commença l'ère où les trois n'étaient plus que trois. Non, on n'était plus trois. Au bord des ténèbres, le seigneur des carrefours se retourna vers le quatrième chemin au-delà de l'embranchement à trois voies. Et c'est quoi et c'est qui le chemin oh là là. Le seigneur des carrefours, mais moi je pense juste que c'est ce putain d'entreprise où t'achètes ta viande, où t'achètes ton putain de sandwich. C'est qui le seigneur des carrefours? C'est ça qui me pose problème aussi avec Finance là. Le seigneur des carrefours Genshin. Ah. Compare le récit, il dit ça encore. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait aussi sur internet. Au bord des ténèbres, le seigneur des carrefours se retourna vers le quatrième chemin au-delà de l'embranchement à trois voies. Parmi les voiles mielleux aux teintes oniriques, elle attendit en silence le rendez-vous convenu avec ses compagnons sous les étoiles. Elle attendit le rendez-vous convenu avec ses compagnons sous les étoiles. Mais non mais ça pour moi c'est Columbina. Genre, elle attendit le silence, le rendez-vous convenu avec ses compagnons. Genre c'est là où Sandrone c'est parti à 100% son truc et de ce fait euh, une sorte de liaison entre l'autorité, l'âme, le physique, je sais plus quoi. Et qu'au moment où elle continua d'aller vers un endroit blanc, t'as Heather qui dit Columbine, hein, et c'est là où elle se retourne et t'as toute cette merveille de cinématique. Donc pour moi, je pense que c'est ça le rendez-vous convenu. Mais c'est qui le seigneur de Carrefour? Oh putain. Déjà, il y a ça, il y a aussi la question qu'il faut se poser, c'est qui aussi cette étoile dorée qui est existante depuis des millions d'années. Parce que si c'est des milliers, ça peut être Heather, mais si c'est des millions, c'est même pas Heather, genre. C'est peut-être juste un soleil, hein. Un soleil comme Zongli, bien sûr. Ou ce vaisseau argenté aussi, là. Parce que moi, le vaisseau argenté, rappelez-vous, hein. Rappelez- Rappelez-vous dans un artefact, je sais plus son nom, nous parlions de vaisseaux argentés s'étant posés dans le port de Méropis. Et du coup, j'en avais aucune idée de c'était où le port de Méropis. Mais que du coup, vu que ça apparaît de vaisseau argenté et que là aussi ça parle de vaisseau argenté, je me demande si ça n'a pas un lien, moi et vous. Et là, au fin de compte, il y a une région cachée sous la face de la Lune que personne ne sait. Et qu'au fin de compte, on va voir que c'est là qu'il y a qu'il y a un port de Méropis, qui est au fin de compte un port interstellaire. Et bam. Ah mais voilà.
Il y a moult questions à se faire là-dessus. J'irai voir, bien sûr, et n'hésitez pas aussi à voir, hein, après cette VOD, n'est-ce pas, euh, d'autres personnes, si jamais ils ont lu le rappel de lecture de l'arme de Colomina. Mais voilà. En tout cas, je vous fais des bisous, YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD qui dure 1h15, comme convenu. Et puis voilà. Sûrement la VOD de Iloga. Ciao, ciao.